Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment survit-on comme femme, comme mère à la perte d'un enfant en bas âge? C'est la question qui traverse Mon Petit, le très beau livre que publie Nadège Erika. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire aujourd'hui. Si je vous dis Charles Martel, Poitiers, vous allez me dire 732. Eh bien, vous pourriez même rajouter que ça s'est passé un 25 octobre. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, séquence travaux pratiques et travaux manuels avec de la pâte à modeler faite main. Enfin, rendez-vous avec le conseil de famille de Candy Sanzel. On parlera argent de poche aujourd'hui. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Il aura fallu 20 ans à Nadège Erika pour mettre publiquement des mots sur l'indicible, la perte d'un tout petit enfant décédé avant même son premier anniversaire. Il donne ce titre au récit qu'elle publie aux éditions des Livres Agités. Mon Petit. Nadège Erika, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'il est bouleversant, votre bouquin, et en même temps sans pathos. Et il est très très fort en fait. Avec vous, on va interroger pas mal de silences. On va interroger qui sont des silences qui pour moi habitent tout le livre, qui sont le silence des mères, le silence du quartier, ceux de la narratrice, le silence de la médecine, celui des amis. Mais je voudrais qu'on commence avec un premier silence qui est absolument assourdissant dans la vie de la narratrice, c'est celui qui entoure sa propre enfance. En fait, c'est quelqu'un qui grandit, on lui dit rien. Elle doit recoller tous les morceaux. On lui dit rien, notamment sur sa filiation et sur ses origines ethniques, si je puis dire. Parce que non seulement elle ne connaît pas son père, mais ne le connaissant pas, elle ne sait pas qu'il est noir. Parce qu'elle ne s'est jamais perçue, elle, comme femme racisée, comme on dit justement maintenant. Donc c'est deux silences superposés sur une même personne et sur un même sujet. Et un troisième, si je puis me permettre, et puis il y en a plein d'autres, mais enfin bref, qui est pourquoi elle habite alternativement chez sa grand-mère, chez sa mère, et dans deux univers qui n'ont rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est une richesse à la fois, mais aussi une espèce de dichotomie comme ça, une espèce de dualité qui n'est pas toujours simple pour un enfant. Et c'est vrai que l'une, la grand-mère, grand-maman dans le récit, est aussi rigoureuse, voire par certains aspects rigide, mais aussi... quand même, col Claudine, robe chasuble, jupe culotte, pied de poule, Vichy et broderie anglaise. Pied de poule, ça c'est vrai. Ça vous a... Que la maman est fantasque et bohème, quoi. Elles sont très opposées et la gamine et sa fratrie, Naël et ses frères et sœurs vont et viennent entre ces deux domiciles. Sans qu'on dise jamais pourquoi ils ne peuvent pas rester tout le temps avec la maman. Alors que c'est juste que la maman a une tripotée de marmots très jeune, toute seule, sans les papas. Et que c'est difficile parce qu'elle bosse, parce que la vie est ce qu'elle est. Mais ça n'est pas formulé aux enfants. Ouais. Vous avez dit dans un entretien que vous avez donné, j'écris pour emballer mes tourments dans un corps de papier et pour mettre des mots sur une histoire qui en a manqué. On parle de la narratrice. Il y a beaucoup de vous quand même, on peut le dire maintenant. Oui, il y a beaucoup de moi, on peut le dire maintenant. Il y a beaucoup de moi. Ouais, ça c'est dans le roman d'ailleurs. Ouais. C'est aussi écrit dans le roman. Beaucoup de vous, beaucoup de silence. La famille, elle s'appelle Muet, ça ne s'invente pas. J'ai passé mon enfance, écrivez-vous, à demander à ma grand-mère, c'est quand qu'elle arrive maman? Et ma grand-mère me répondait, grand-maman me répondait invariablement, je ne sais pas mon petit. Ouais, c'est vrai qu'elle ne savait pas. Parce que c'était une maman aussi imprévisible. La narratrice, Naël, a une maman qui est imprévisible, ce qui fait son charme et... aussi sa difficulté à être maman. La narratrice, elle se construit comme jeune fille, comme jeune femme dans cet univers-là. Et à 19 ans, à son tour, elle est enceinte. Très précocement, donc. Ouais. Elle est enceinte, en plus dans une grossesse quand même très singulière, parce qu'elle est enceinte à 19 ans, 2 jumeaux, pour lesquels une prématurité est crainte et finalement avérée. Donc oui, elle entre dans la maternité par une grande porte, quoi. C'est alors, la meilleure, mais... Une grande porte, mais pour se retrouver au fond du couloir. Parce que ce que vous racontez, c'est que dès la naissance, les deux lui sont retirés. Oui. Parce que prématurés... Pour raison de santé. Pour raison de santé, il faut s'occuper d'eux. Oui. Et en même temps, dans la grande famille des silences qui habitent ce livre, il y a le silence de la médecine. Vous êtes, je vous cite, la mère sans enfant du bout du couloir. Mm-hmm. C'est ça, c'est ce que la narratrice a été, c'est ce que j'imagine beaucoup de mères ont été, mères de prématurés ou d'enfants malades, en tout cas des enfants, des nourrissons qui ne peuvent pas être auprès de leur maman dans leurs tout premiers jours, alors qu'on sait
aujourd'hui, on sait quand même combien c'est fondamental. Oui, c'est une brutalité. C'est une première brutalité faite à l'enfant. C'est ça. Et pourtant, par la médecine à l'époque, à certains égards, ils étaient obligés quand même, parce qu'il y avait une urgence vitale. Mais après... Et d'ailleurs, les 2 enfants sont sauvés, oui, parce qu'ils étaient quand même en danger de mort à ce moment-là de l'histoire, sont sauvés, mais un an plus tard, un peu moins d'un an plus tard d'ailleurs. Un an plus tard, à quelques jours près. Quelques jours près. Quelques jours près. Un an plus tard, la mort d'un des enfants, d'un des jumeaux, advient dans le contexte d'une faute médicale grave. Et encore une fois, intervient le silence, la non-réponse du médecin, la qui vient, de la médecine, qui va même pas voir le bébé. Il n'a pas de fièvre, pourquoi la narratrice m'a fait venir? Ouais. J'étais toute jeune maman, toute jeune tout court, je n'ai pas insisté, j'ai réglé la consultation en espèces, ça il n'avait pas manqué de me le demander, et je l'ai raccompagné à la porte, mon bébé n'avait rien, je m'inquiétais pour rien, je l'ai fait venir pour rien, forcément il avait raison, alors j'ai couché mon enfant, mon fils est mort dans son sommeil, je lui demande encore souvent pardon. Citation extraite de Mon Petit. On prend une petite respiration avant de continuer? Allez, l'anti-sèche, Cécile Fournier. Oui, je sais, il y a des jours, les transitions ne sont pas simples. C'est comme ça dans cette émission. Pour cette anti-sèche, on va faire un grand bond dans le temps. On va revenir en l'an 732, mais un 25 octobre donc. Charles Martel bat les troupes arabo-berbères à Poitiers. C'est une victoire qui sonne comme l'un des plus hauts faits d'armes du Moyen-Âge. On l'apprend tous à l'école d'ailleurs. Tout à fait. C'est même d'ailleurs à la suite de cette victoire que Charles Martel, qui est, je le rappelle, chef militaire franc, rentre dans la légende et donc dans nos cours d'histoire. Ce jour-là, donc, il repousse les armées omeyyades qui pillaient le sud de la France et l'Aquitaine et tue alors leur commandant d'Abdelrahman. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on apprend à l'école, mais en vrai, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Débunkage, Cécile Fournier. C'est ça. Moi, je l'ai appris comme ça. Ouais, moi aussi. Plusieurs historiens doutent de certains faits et pas mal, du coup. Certains pensent que ça ne s'est pas passé en 732, mais pas en 730, mais en 733. Ensuite, ça ne s'est pas déroulé à Poitiers, mais entre Poitiers et Tours. En fait, on aurait mis en avant la ville de Poitiers par la suite, pour faire oublier la défaite, attention, de 1356 du roi Jean II capturé par les Anglais pendant la guerre de 100 ans à Poitiers. Comme ça, Poitiers reste la ville de la victoire de Charles Martel et pas l'humiliation subie par Jean II. Alors, autre fait contesté, Abdelrahman n'a pas été tué, il est parti à Narbonne se réfugier. Ensuite, cette campagne de l'armée ottomane est présentée comme une tentative de colonisation du pays. En réalité, elle aurait été menée juste, entre guillemets, pour piller l'or de l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Il n'y a aucune idéologie derrière tout ça. Une sorte de banditisme, quoi. Voilà, en fait, on veut l'argent, on va piquer les sous, mais c'est pas pour envahir. Et alors, côté Charles Martel, c'est pas une guerre de religion, mais en réalité, c'est totalement politique. Charles Martel haïssait le duc Eudes, qui dirigeait l'Aquitaine et qui avait perdu contre les Arabes. Et du coup, en gagnant, il lui montre sa supériorité. D'accord. Donc Charles Martel, le grand héros qui a repoussé l'envahisseur, c'est n'importe quoi? Un petit peu, oui. Un petit peu. Puis ça a servi un petit peu. Ensuite, effectivement, jusqu'à la fin du 19e siècle, cette victoire était utilisée pour l'idée d'unité nationale de résistance et pour exalter les valeurs chrétiennes. Et beaucoup plus récemment, la figure de Charles Martel est reprise par la droite identitaire. Et oui, on voit bien pourquoi d'ailleurs. Dans des raps aussi. Oui, dans les à l'inverse, pour dire du mal. Oui, il sert d'allégorie à la figure du français xénophobe et raciste. Par exemple, le rappeur Salif, en 2001, dans son titre Tous ensemble, accuse l'État français de racisme et écrit « Poitiers brûle et cette fois-ci, pas de Charles Martel ». Ou encore en 2013, le groupe IAM, dans son titre rap « Recette de Maître Machiavel », je peux pas le faire en rap, recalibré en mode Charles Martel, en parlant de Jean-François Copé, alors président de l'UMP, qui l'accuse de vouloir se rapprocher de l'électorat frontiste. Voilà, donc en fait un Charles Martel dont l'image est utilisée même en dehors de France, puisqu'il y a un terroriste qui en 2019 avait assassiné des personnes en Nouvelle-Zélande dans 2 mosquées, il avait inscrit sur son fusil d'assaut Charles Martel, Tours 732, il savait que c'était à Tours lui, et pas à Poitiers, mais bref 732, voilà, donc en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout, et cette figure donc a été, et pas du tout celle du glorieux héros qu'on en a pu apprendre à l'école, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Grand oral, Nadège Erika. Belleville, chaleureuse et pleine. Belleville, un ventre de mer. Belleville, c'est un autre ventre, une autre figure maternelle dans votre livre, Mon Petit, qui vient de sortir, Nadège Erika. C'est là où se réfugie l'autrice, la narratrice, pour écrire le livre. Il y a un autre silence aussi, c'est le silence du Belleville d'hier, parce qu'elle a les souvenirs du Belleville de son enfance.
Et là, elle revient dans un Belleville totalement gentrifié. Alors totalement. En vrai, pour y être allé encore il y a 3 jours, il ne l'est pas totalement. Mais en tout cas, il y a... Encore hier soir, il est quand même pas mal. Mais il est pas mal quand même, voilà. Il y a les deux, quoi. Ouais, mais Belleville... Ça dépend où on est par rapport à la place des fêtes, en fait. Exactement. Ouais. Mais oui, donc le silence de ce Belleville gentrifié, c'est le silence qu'impose la violence de classe, tout simplement. C'est ça. Rien de plus compliqué. Ça, c'est quand même la partie un peu plus drôle du bouquin, quand vous racontez, quand vous payez les bobos, quand même. Ils vous énervent pour tout. là, elle est en train de se dire, attends, si je dis oui, ça va devenir compliqué de boire des coups avec certaines copines, donc peut-être il ne faut pas que je dise oui non plus, mais quand même, tout ça m'énerve un peu. De toute manière, je pense que là, j'aurais mis... Je les ai bien... j'aurais mis pas mal de coups de griffe sur 280 pages, quoi. Donc ça va. Ils nous ont volé notre vocabulaire, ils kiffent grave, ils sont vénères. Depuis peu, ils ont le seum, ils parlent de leur daronne, ils sont fonce-dés entre deux mots de franglais. On appelle ça comment? Une appropriation culturelle. Ouais. Donc ils méritent bien quelques coups de griffe. Même si on est tous, de temps en temps, le bobo est le dominant de quelqu'un, bon... il mérite quand même de se faire rappeler. Mon problème à moi, c'est pas qu'il y ait tel riche ou tel pauvre, on choisit pas de quel côté du trottoir on va naître. L'idée, c'est que quand on est plus confortable et de fait dominant, plus puissant, c'est juste de pas écraser la gueule de l'autre, quoi. Et le père des enfants de la narratrice. Ça se passe bien pour lui, matériellement. Ouais. Par rapport... Quand il naît, c'est la rencontre aussi entre ces deux univers-là. Oui, c'est ça, c'est aussi comment on se rencontre ou pas ou mal les classes sociales. Surtout que là, on parle de 2 ados ou post-ados qui, il me semble, et surtout pour la gamine, n'ont aucune conscience d'appartenance de classe. C'est ça, c'est neutralisé à cet âge-là quand même. Ouais. Bon, et puis il est beau, Gustave, hein, vous le dites, avec ses yeux verts, ses cheveux longs, son air à la Rahan. Ouais. Il était le plus beau du quartier et moi, pas la plus moche de la cité. C'est sûr que nous étions faits l'un pour l'autre, c'est pas compliqué. C'est pour ça que c'est un roman. Un premier amour. C'est pas compliqué, un premier amour, et les conséquences sont parfois plus rudes. Si je tire le fil de tous les silences, alors il y a le silence de ce Gustave au moment de la mort d'un des jumeaux. Ouais, mais comme il me semble, après je veux pas parler au nom des autres familles, même si je veux pas parler que de moi, mais il me semble, mais sur ce sujet-là, je parlerai que de moi. Mais il apparaît quand même que les papas soient plus silencieux dans cette circonstance dramatique et traumatisante. Et le silence autour de vous qui va suivre la mort de ce bébé qui est baptisé Thiago dans le bouquin. Les bébés morts, ça gâche l'ambiance, c'est sûr. Les mamans des bébés morts, n'en parlons pas, je l'ai compris bien vite. Ah oui, c'est une grande violence qui est faite à tout le monde et personne ne veut entendre parler de ce genre de tragédie. Qui a envie qu'on parle de la mort et encore plus d'un tout petit enfant aussi injustement. Et à la fois, il y a aussi le fait que c'est un enfant, par définition, un très jeune enfant, 1 an. Il y a des gens de l'entourage aussi qui l'ont à peine connu. Donc on ne peut pas leur demander de porter le deuil et d'être affectés de la même façon pour un petit individu qu'ils n'ont pas connu. Le silence quand même de la narratrice aussi, qui dit « J'étais sidérée, j'ignorais encore à quel point j'allais mourir de cela ma vie entière. Annoncer la mort de Thiago deviendrait bientôt un supplice et devoir le répéter aux autres, à tous les autres, ne serait plus seulement la mort, mais 1 million de fois la mort. » Il me semble qu'il y a, c'est par étapes, il y a dans un premier temps le déni. Donc forcément, le déni implique le silence. Et après, il y a le silence qui lui est imposé par le caractère tabou de cette mort inimaginable et inacceptable par la société dans son ensemble. Et le silence aussi d'un certain nombre de femmes. Et vous dites, j'ignore la raison de ce silence organisé. Toutes ces femmes, vraiment toutes, étaient prêtes à tout pour me soulager, sauf à affronter la vérité. Pour la même raison, j'imagine. Ça leur fait une brutalité. Ça les renvoie à leur... impossibilité à aider la narratrice, ça les renvoie, comme ça a renvoyé la narratrice et un parent qui perd son enfant, à son incapacité imaginée de ne pas avoir pu protéger l'enfant. Bien que elle n'a rien fait de mal. Voilà. Ça, on est bien d'accord. Il sait que survivre à une saloperie du destin ne demande pas tant d'efforts et aucun courage. Ça survit tout seul. C'est une citation extraite de Molécules de François Bégodeau. On la trouve en exergue du livre, du très beau livre de Nadège Erika, Mon petit, qui vient de sortir, et on la retrouve juste après la récré, Nadège Erika.
pour cette heure de la récré, chère Cécile, vous nous avez ramené quelque chose. Montrez, donnez. C'est de la pâte à modeler que j'ai fait toute seule comme une grande. Vous savez faire votre pâte à modeler, vous? Moi, quand je suis arrivée, je croyais que c'était des mochis. Mince, la fausse joie. Mais c'est pas sympa, ça, de faire des fausses joies comme ça aux invités. Moi, j'aime pas les mochis. Ah, vous aimez pas? Ah bon? C'est de la pâte à modeler que j'ai faite de mes blanches mains. Bon, c'est compliqué à faire. C'est très simple. En plus, on est en pleine vacances scolaires, c'est mercredi. Franchement, c'est très facile. Même moi, j'ai réussi alors que je suis vraiment pas douée. D'accord. L'état de ma cuisine, on sait pas. Mais en tout cas, je vous explique. Tous les ingrédients, vous le trouvez dans votre placard. Il vous faut 100 g de bicarbonate de soude. On a tout ça. Il vous faut 50 g de fécule de maïs. C'est pas sexiste, on a tout oui, ça. J'ai dit tous et toutes. Ouais. Et voilà. Et 75 g d'eau. Ok. Pour la petite info, c'est la même base que pour faire son propre déo fait maison. Au déo, on rajoute de l'huile de coco. Ça, c'est pour la. Mais pour revenir à la pâte à modeler, donc je mets tout. Vous mettez tous les ingrédients dans la casserole. Feu doux. Et vous mélangez jusqu'à obtenir une texture qui ressemble à la pâte à modeler. Hein. C'est aussi simple que ça. Au début, c'est un peu la couleur est pas géniale. Hein, ça, c'est la couleur de début. Voilà. Et après, vous pouvez mettre des colorants alimentaires qu'on trouve dans le commerce. Moi, je me suis pas embêté la vie. Je vous conseille de mettre des gants. Voilà, quelques voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et sinon, vous pouvez faire vous-même vos propres colorants. Avec quoi, par exemple? Eh bien, avec de la nourriture. Du cacao pour faire du marron. Ah d'accord. Du café. Vous pouvez prendre du curcuma ou du curry. Ouais, c'est un peu gâché ça, mais pourquoi pas? Oui, c'est vrai. La betterave que vous faites chauffer pour enlever ou les restes quand on a épluché la betterave. Ça marche avec aussi avec le chou. Ça marche avec plein de choses. C'est très ludique, c'est très sympa, franchement. Génial. Hein. Et même moi, j'ai réussi. Non, voilà, je m'en suis fait. Et si je l'achète, ça a été inventé quand, par qui, quoi? Ça a été inventé. Ah, très bonne question. Ça date de la fin du 19e siècle. Elle a été inventée par un Britannique qui s'appelle William Arbut, un professeur d'art. Et pour la petite histoire, je peux citer la marque, la fameuse... Il faudrait en citer d'autres, alors. Alors, moi, j'en connais qu'une. Donc, la fameuse pâte à modeler qu'on aimait bien sentir et parfois manger. Et c'est ça, comme les mochis. A été brevetée en 1965. Et au départ, elle devait servir à nettoyer le papier peint. D'accord. Voilà. Génial. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Elle n'est pas très modelable, la pâte. Si, mais celle-là est ratée. Pâte à modeler, raison. Non, mais là, vous me cassez tout mon truc. Mais non, je ne casse rien. La rouge, elle marche, la bleue, elle marche. Vous ne connaissiez pas Jérôme Bonaldi, vous n'êtes pas de cette génération-là? C'est un peu ça. C'était l'effet... Vous connaissiez, vous? Oui. Non, non, mais en fait, la petite... Je dis pour les plus jeunes, ils faisaient des expériences à la télé, puis à tous les coups, ça... Non, mais pourquoi ça craque? C'est parce que je ne l'ai pas mis. Il faut évidemment les mettre dans un contenant fermé, mais pas qu'elles sèchent. Sinon ça sèche. Et celle-là, évidemment, j'ai un peu raté le coup. Pas celle-là. Voilà. Cécile, merci beaucoup, c'était super. Grand oral, on retrouve Nadège Erika. De Nadège Erika, on sait qu'elle est ancienne éducatrice spécialisée, d'abord en centre d'accueil d'urgence de l'aide sociale à l'enfance, puis auprès d'adolescents en difficulté. On sait qu'elle a quitté son travail pour se consacrer à l'écriture de ce premier roman, Mon Petit, dans lequel elle retrace son parcours et sa longue route vers l'émancipation. C'est en tout cas ce qu'explique votre éditeur. Et là, il y a un petit silence qui, à mon avis, peut en dire long, mais vous allez habiter ce silence maintenant. C'est d'abord sur ce choix de devenir éducatrice spécialisée, parce que vous racontez le parcours, ou en tout cas Nadège, pardon, pas Nadège, justement, Annelle, la narratrice raconte son parcours d'enfant déscolarisé, mère assez jeune, 19 ans, et puis alors tout ce qui s'ensuit, etc. Et vous allez vous occuper d'enfants qui sont dans des situations un peu comparables, au fond. Alors, un petit rectificatif, j'ai dit une bêtise. A priori, c'est Naël qui est ancienne éducatrice spécialisée. D'accord. Nadège, elle est éducatrice spécialisée. Pour l'instant, il y a une pause pour la promo, mais c'est la narratrice qui est ancienne éducatrice. D'accord, autant pour moi. Non, mais c'est très bien comme ça aussi, de toute manière. On a tout fait pour que ce soit assez confus, non, on dirait. Et en effet, de toute manière, chacun de nos choix dans la vie sont des aveux autobiographiques. Alors, le choix de la profession est un aveu autobiographique, et concernant les métiers comme le mien, plus encore, je pense. C'est pas... Tout le monde ne se dirige pas vers le secteur du social, du médico-social et plus précisément de la protection de l'enfance. Ces enfants, ces adolescents, est-ce que vous leur dites, est-ce que justement ces silences que vous avez vécus, dont vous avez souffert pour certains, peut-être pas pour d'autres d'ailleurs, parce qu'on peut aussi se construire dans les silences, mais est-ce que vous essayez de les habiter? Est-ce que vous vous dites, ces jeunes gens, ces jeunes filles, il faut leur dire des trucs? On travaille avec la parole, c'est notre premier outil de travail, la parole, l'observation. Donc je leur dis pas forcément, j'utilise plus ce que j'ai été et ce que je suis aujourd'hui, que en tout cas je leur formule pas pourquoi, comment...
Mais bien sûr qu'on les invite le plus possible à parler. Et on leur parle. Ah oui. Parce que la narratrice, on ne lui parle pas beaucoup quand même dans le bouquin. Dans certaines institutions, alors là c'est entre guillemets, donc c'est dans le bouquin, et plus particulièrement dans le secteur, il se passe des choses que je ne veux plus voir ni savoir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce secteur? On sait très bien ce qui ne va pas dans le secteur. On peut aussi souligner ce qui va, mais on sait très bien que même les structures de protection de l'enfance ont un objectif de rentabilité aujourd'hui. Et c'est un problème. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des enfants arrivent, on peut ne pas s'occuper d'eux parce que... On peut moins bien s'occuper d'eux. Très honnêtement, on peut moins bien s'occuper d'eux pour plusieurs raisons. Puis des personnels épuisés, on le sait aussi, des personnels pas suffisamment rémunérés, pas suffisamment formés pour certains, et pas... pour faire des économies aussi. Et ça a des conséquences tragiques sur des vies entières. Et ça épuise, si bien qu'à un certain moment, la narratrice se retrouve dans une situation où elle est appelée au secours par une jeune fille dont l'enfant est malade. Et sa première réaction, c'est de se dire « il n'y a pas de fièvre, je ne suis pas sûre de vouloir y aller », qui fait écho à la réaction de ce médecin, à cause de qui l'enfant de la narratrice, enfin, l'un des enfants, puisque l'autre ville, ça, c'est elle y va quand même. Là, elle y va. Oui, parce qu'au moment où l'auteur et la narratrice s'entendent dire à une gamine qui a vaguement le même âge, vaguement la même situation bancale avec un enfant que la maman croit malade, mais qui ne présente pas de fièvre, parce que c'est un peu ce qui s'est passé dans le roman. Pour Thiago, dans le roman. Elle s'entend dire la même chose, elle s'entend dire ce qu'on lui a dit, en réalité. Il n'est pas malade, quoi. Ne me prends pas la tête. Ouais. Et mais elle a un espèce de moi, sursaut. dans la vie réelle, ça m'a... Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé et je me suis entendue faire la même chose. Donc je me suis ressaisie et je suis allée voir la gamine. Et en effet, son fils... Enfin, parce que la gamine, c'était une mère adolescente. Donc c'est une gamine qui a eu un gamin. Et en effet, son fils était malade. Et heureusement, vous y êtes allés, vous. Et que vous êtes allé voir, contrairement à ce médecin-là. Il y a peu de mots aussi, si je continue de manière obsessionnelle avec mon fil du silence, il y a peu de mots sur Sam, le jumeau de Thiago qui lui est décédé, un jumeau qui devient quasiment hémiplégique. Il y a une très belle place prise par son petit frère, Milos, qui naît un petit peu après, qui ne va jamais le lâcher, quand plus tard se révèlent un certain nombre de symptômes qui disent que Sam, il va très mal. Ouais, le fait qu'il n'ait pas beaucoup de place dans le roman, c'est à l'image de ce que peut être la vie dans une fratrie quand un enfant meurt. On peut avoir, je sais pas, beaucoup d'enfants, 5, 6, 7, j'en sais rien, une famille nombreuse. S'il y en a un qui n'est pas là, les autres sont comme dilués. Ça éteint. En dépit de tout l'amour que les parents, la famille peuvent porter. En plus, là, un frère jumeau, il se balade avec ça, quoi. Il traverse la vie avec ça. Avec un éventuel syndrome du survivant, avec sa peine à lui et l'indicible, parce que comment formuler oui, puis il avait lui aussi presque un an, tout juste un an, et donc bien évidemment aucune possibilité de dire les choses à ce moment-là. Voilà, exactement. Mon petit de Nadège Erika, vous restez avec nous? On va parler argent de poche. C'est un sujet, c'était un sujet avec Milos et Sam, l'argent de poche? C'était un sujet, et puis c'est un sujet aussi en tant qu'éducatrice spécialisée. Allez, on va en parler avec Candy Sanzel. Cécile, merci beaucoup. Conseil de famille, Candy Sanzel. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous avec Candy Sanzel. Candice, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'argent en famille, mais comment en parler? Quelles sont les pratiques en matière d'argent de poche? Est-ce qu'il y a des différences? Je crois que oui, entre filles et garçons. Une vaste enquête sur les ados et l'argent vient de paraître. Elle est plutôt surprenante, ou pas, d'ailleurs. Avant de commencer cette chronique, je vais juste demander à mes filles s'ils veulent bien s'éloigner gentiment du poste, parce que comme on est en pleine négo en ce moment sur l'argent de poche, je sens que là, ça ne va pas du tout m'aider. Alors, l'enquête. Alors, effectivement, le magazine Julie s'est associé à Vive Média pour commander à l'Institut CSA une enquête sur le thème de l'argent et les ados. Donc, elle a été réalisée sur la base de 804 parents, totalisant 1101 adolescents âgés de 10 à 15 ans. Principal enseignement. Qu'est-ce qu'on y apprend? Attention, spoiler! Les filles se font arnaquer dans l'univers impitoyable des billets verts dès leur adolescence. Des billets verts, parce que vous leur donnez des billets de 100 €, vous? Des dollars. Alors, si j'avais compris, mais en euros, ça fait 100 à chaque fois. Si 50% des enfants âgés donc de 10 à 15 ans reçoivent effectivement de l'argent de poche, eh bien les filles, elles,
eh ben, elles écopent d'une double peine. Non seulement leur argent de poche est moins élevé que celui des garçons du même âge, mais en plus, elles le perçoivent plus tardivement. On peut voir que 48% des garçons âgés de 10 à 12 ans reçoivent déjà de l'argent de poche pour seulement 40% des filles du même âge. Les garçons qui, par ailleurs, en moyenne, sont 52% versus 47% des filles à en avoir. C'est pas tout, je crois, les montants. Eh ben non, c'est pas tout, parce que les montants perçus, eh bien, ils sont moins élevés également. En moyenne, les filles perçoivent 38 € par mois contre 44 pour les garçons. Ça fait donc 6 € de différence. Ouais, ça fait quand même 72 par mois. Ça fait 720 sur 10 ans, majoré par les intérêts. Ça fait un petit 1000 € de différence quand même. C'est un montant qui est légèrement supérieur à la dernière étude sur le sujet qui avait été publiée en 2022 par Pixpay. Elle faisait déjà état d'un écart de 4 € entre filles et garçons. Et puis, entre-temps, forcément, il y a l'inflation qui est passée par là. Donc, on est à 6 €. Des explications à ces différences entre garçons et filles, même si on devine un peu? Oui, les raisons, elles varient, mais elles sont quand même souvent liées finalement à des stéréotypes de genre. Par exemple, les parents feraient plus confiance à leur fils qu'à leur fille pour gérer l'argent. Étonnant quand même, je trouve, comme remarque. Ils en feraient un bon usage. Je ne commente pas ce genre de sujet. Je vous assure que chez moi, ce n'est pas le cas. Je précise que cette étude, par contre, elle ne révèle pas du tout que les parents donnent plus à leur fils qu'à leur fille. En revanche, elle met en avant qu'il y a bien effectivement des différences entre filles et garçons. D'ailleurs, dans cette étude de 2022, donc par Pixpay, il y avait une autre explication qui révélait que les garçons osaient davantage demander une augmentation d'argent de poche. Ah, mais ça, c'est comme au boulot, non? Mais voilà, les filles, elles avaient des études là-dessus. À moins négocier, les femmes demandent moins de... à moins réclamer. Exactement, c'est comme dans le boulot. Et oui, cette étude, elle montre que les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, eh bien, elles commencent dès l'adolescence. Ça se construit dès l'enfance. Alors, comment il le dépense, cet argent de poche, maintenant? Alors, selon cette étude, les dépenses restent assez genrées, puisque 56% des garçons achètent plutôt des jeux vidéo, de la musique, et 47% des filles achètent plutôt des vêtements. Alors, plus globalement, si on prend les plus âgés, ils dépensent davantage leur argent de poche dans les sorties, la nourriture et les vêtements, et les plus jeunes, ils craquent leur tirelire plutôt sur du divertissement. Ils économisent jamais? Alors si, justement, il y a quand même 55% des ados qui mettent de côté leur argent de poche en vue d'achats plus onéreux ou même pour épargner. Oui, c'est beaucoup. D'accord. Et l'argent de poche, c'est donné, j'allais dire, gratuitement. Ça fait l'objet d'un deal, une contrepartie, ou il faut le donner? C'est une monnaie d'échange. Pour 73% des parents interrogés, recevoir de l'argent de poche, eh ben, ça ne se fait pas sans contrepartie. Tiens, par ici le bâton, par ici la carotte. Et donc, par exemple? Alors, pour 49% d'entre eux, il est conditionné à de bons résultats scolaires. Pour 41%, il est plutôt lié à une bonne attitude. Et pour 33%, il est distribué en fonction de l'aide aux tâches domestiques. Par contre, à contrario, évidemment, pour 67%, il est lié à une punition, donc il sera suspendu. Il peut être suspendu en cas de punition. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est aussi une façon quand même d'ouvrir la discussion sur l'argent entre parents et enfants? Oui, d'autant plus que c'est un thème qui est de plus en plus abordé par presque la totalité des parents sans aucune différence entre filles et garçons, donc ça c'est la bonne nouvelle. Les discussions, elles concernent plutôt principalement les dépenses quotidiennes, le prix des choses, mais on va rarement sur des sujets de fond comme l'investissement ou l'épargne. On ne discute pas du CAC 40 tous les soirs alors? Voilà, en général, on parle plutôt de choses, on va dire, quotidienne. Alors, il y a une large majorité qui trouve que c'est un bon moyen, l'argent de poche, de faire mesurer à leur enfant la valeur de l'argent et que c'est une bonne façon de leur apprendre à gérer un budget. Moi, je fais plutôt partie de cette large majorité, sauf quand mes enfants achètent des skins sur les jeux vidéo et là, je trouve que ça ne sert strictement à rien. Ça me fait mal au cœur. Mais bon, eux, ils sont contents. Sauf sur les jeux de foot. Parce que je sais que vous êtes restés les fils de Candice. Écoutez-moi, je vous comprends, je vous comprends. On en a parlé tout à l'heure. Vous êtes contente de m'avoir comme animateur. Merci. Nadège, c'est un sujet d'ailleurs, l'argent de poche, vous, en tant qu'éducatrice spécialisée. En tant qu'éducatrice, oui. Et oui, il y a une certaine somme par tranche d'âge pour les établissements que j'ai fréquentés. En tout cas, les établissements... Bon, mais garçons, filles, vous donnez la même chose au moins? Oui, c'est la même chose. C'est la tranche d'âge qui fait changer le montant. Et c'est un vrai rituel et c'est très souvent un moment assez joyeux parce que ça implique des sorties argent de poche selon les établissements. Donc ça, c'est plutôt plaisant, Mon petit, c'est le titre de votre livre. Nadège, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de La Quotidienne. L'éditeur, c'est la maison qui s'appelle Les Livres Agités, belle et jeune maison d'édition. Candice, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup également à toute l'équipe de l'émission. Sophie Coulon au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari, Héloïse Merlin pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV, argent de poche ou pas, et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.